Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, Pepe Escobar, est avec nous. Bienvenue, Pepe. Eh bien, avec vous, c'est toujours un plaisir, Nima, ici au cœur du Tatarstan. Alors, reprenons l'autoroute vers l'enfer. Oui. Exatamente. Exatamente, you said it in Portuguese, exactly. Exactly. Yeah. Let me start, Pepe, with... Permettez-moi de commencer, Pepe, par l'un de vos deux nouveaux articles. Le premier soutient que l'Iran est en train de démanteler tout l'écosystème militaire américain. Quel est le point que vous défendez dans cet article? What is the point that you're making in this article? The point is what's driving a CENTCOM. Le fond du problème, c'est ce qui rend complètement fou le CENTCOM et les gens à Washington. D'après la dernière réunion avec Trump dans la salle, les généraux et tous ces idiots autour, Hegseth, Rubio, etc. Trump a complètement perdu les pédales. Il est devenu totalement furieux parce que les généraux essayaient en gros de lui dire « Écoutez, toutes nos options vont du mauvais au pire, jusqu'au désastre total. Et nous sommes en train d'être décimés. Et nos bases n'existent plus ou sont en voie de disparition. Et c'est le point essentiel de cette chronique. Et bien sûr, j'ai utilisé une vieille métaphore rock'n'roll en citant Pinball Wizard des Who. Et maintenant, c'est l'inverse. Dans la chanson, qui est absolument merveilleuse, il est question d'un jeune garçon qui est un génie du flipper. Et c'est un garçon sourd, muet et aveugle. And he's a deaf, dumb, and blind kid. So now we have a pinball wizard in reverse. Nous avons donc maintenant un magicien du flipper à l'envers. Disons qu'un gamin persan rend le tyran sourd, muet et aveugle en jouant les magiciens du flipper. La cible des billes, c'est le CENTCOM et tout l'écosystème d'infrastructures de sécurité et d'agressivité des États-Unis dans le Golfe Persique, mais aussi ailleurs. Cela inclut Erbil, en Irak, et, comme nous le voyons, la Jordanie, qui est bombardée. 2 bases en Jordanie sont littéralement bombardées jour après jour. Donc ce n'est même plus du 2 contre 1. Rappelez-vous la stratégie militaire iranienne du 2 pour 1. Si vous nous attaquez, nous allons attaquer. Et notre attaque sera le double. Maintenant, c'est encore davantage. Et ils n'attendent même plus les attaques américaines. They are not even waiting for American attacks. They are taking the initiative. So this has changed the military. Ils prennent l'initiative. Cela a donc complètement changé la stratégie militaire. L'Iran passe à l'offensive. C'est comme s'ils voyaient qu'il existe maintenant une fenêtre pour infliger un maximum d'humiliation aux Américains, parce qu'ils savent que cette fenêtre ne va pas durer très très longtemps. Tôt ou tard, parce que Trump est contraint par les échéances, et parce que les Iraniens, une fois encore, font jouer la montre. C'est quelque chose dont nous avons parlé encore et encore, et dont vous parlez aussi avec vos autres invités. Et l'horloge, en gros, je ne dirais pas qu'elle s'est arrêtée, mais les 5 secondes avant minuit, pour cette horloge précise, c'est la mi-août. C'est en substance dans un peu plus de 2 semaines. Which is essentially a little over 2 weeks from now. It's the date when the depletion of the strategic... C'est la date à laquelle l'épuisement des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis atteint un véritable seuil d'alerte, totalement hors de contrôle. Et l'impact immédiat sur l'économie américaine, comme sur l'économie mondiale, va être absolument colossal, parce qu'il n'y aura plus de pétrole américain déversé sur le marché pour contenir les prix. Et si l'on regarde ce qui se passe actuellement sur le marché pétrolier, plusieurs éléments sont liés entre eux. Les exportations du Kazakhstan représentent, en gros, la moitié de ce qu'elles sont habituellement. Le Kazakhstan est un grand exportateur de pétrole, et les grandes compagnies pétrolières américaines sont investies dans les exportations de pétrole kazakh. Il y a aussi la fermeture partielle du détroit de Bab el-Mandeb, bien sûr. We have the partial closure of the Bab al-Mandeb, of course. The Bab al-Mandeb is not closed, but it's closed to... Le détroit de Bab el-Mandeb n'est pas fermé, mais il l'est pour les exportations de pétrole saoudien.
Donc ils doivent affronter un enfer en matière d'assurance, étant donné que Lloyd's n'assure personne qui part du port de Yanbu, par exemple, ou d'autres ports saoudiens via la mer Rouge. Ils doivent donc payer une assurance supplémentaire pour passer par le canal de Suez. Le trajet double, pratiquement. Les coûts explosent, vous savez, parce qu'il faut contourner l'Afrique pour atteindre l'Asie. Et bien sûr, pratiquement plus rien ne circule dans le détroit d'Ormuz. Ce qui circule, ce sont des pétroliers sélectionnés qui vont vers la Chine. Selected tankers going to China, and there was an exception in this past 24 Et il y a eu une exception au cours des dernières 24 heures. C'est assez prévisible, dans un sens, mais c'est un cas isolé. Il s'agit d'un méthanier qui va du Qatar au Pakistan. Et devinez ce qui s'est passé. Les Pakistanais et les Qataris ont fait pression sur les Iraniens. S'il vous plaît, au moins ce navire-là. Cela ne veut donc pas dire que les Iraniens vont laisser passer ces navires-citernes qui se dirigent vers n'importe où en Asie, même s'ils traversent les eaux territoriales iraniennes. En pratique, presque plus rien ne sort du détroit d'Ormuz. Donc, si vous additionnez tout cela, Nima, il n'y a absolument aucune explication logique au fait que le prix du pétrole baisse ou qu'il reste contenu, ou les deux à la fois. Et c'est pourtant ce qui se passe actuellement. C'est complètement artificiel. Et évidemment, ce sont les Américains qui le font. Dans environ 20 jours, ils ne pourront plus le faire. C'est donc à ce moment-là que la véritable crise économique, financière, économique et géoéconomique qui touchera tout le monde va commencer. Et parallèlement à tout ça, on assiste à cette décimation de l'infrastructure américaine. Partout dans le Golfe Persique, dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, à Erbil, en Irak. Il y a même eu un missile qui est allé jusqu'en Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'axe de la résistance tire à plein régime, partout et pratiquement sans arrêt. Il n'est donc pas étonnant que cette dernière réunion à Washington ait été un désastre absolu. Parce qu'en plus, ils n'ont même pas de plan. On ne parle même pas d'un plan B. Ils ne savent même pas de quoi cette guerre retourne. Et d'accord, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si vous posez la question à Trump, au secrétaire aux guerres sans fin, Marco Rubio, ou à n'importe quel autre idiot, chacun aura sa propre théorie. Ce qui prouve une fois de plus que le soi-disant cercle rapproché de Trump, censé être la fine fleur, bon, en fait les maigres effectifs de cette administration n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait. Point final. Et maintenant, c'est parfaitement clair. Alors, quand vous avez les deux vecteurs, la crise pétrolière imminente, la crise économique, la crise du marché obligataire, et ainsi de suite, tout. Effondrement d'un empilement de produits dérivés, et ainsi de suite. Et puis il y a le fait que les États-Unis deviennent littéralement sourds, muets et aveugles dans toute l'Asie occidentale. Ce n'est pas étonnant. Et encore une fois, nous restons sur une pente très glissante, parce que, vu que le président des États-Unis est en gros un narcissique mégalomane dérangé, on ne peut plus rien exclure quant à ce qu'il pourrait faire ou ordonner ensuite. Il pourrait ordonner quelque chose de complètement absurde, que ses propres généraux refuseraient d'exécuter. C'est tout à fait possible. Et toutes ces menaces, qui se sont apparemment arrêtées depuis 24 heures, ou moins de 48 heures, de bombarder l'Iran jusqu'à l'enfer, de déchaîner les portes de l'enfer, c'est sa propre expression. Et tout le reste, elles n'ont pas disparu. Cette option est toujours là. Très, très dangereux. Un moment très, très dangereux. Mais pour aller un peu au-delà de ce dont nous parlons maintenant, c'est-à-dire l'un des aspects essentiels qui me fascine totalement, le rôle du Yémen aujourd'hui, le nouveau rôle du Yémen dans tout ce drame. Et lors de la conversation que j'ai eue avec l'un de mes bons amis yéménites, il m'a expliqué pourquoi le Yémen entre maintenant dans la conversation, littéralement, avec ce blocus en réponse à un blocus.
mais un blocus visant uniquement l'Arabie saoudite. Et la plus grande partie de sa réponse était que les services de renseignement yéménites, bien sûr en coordination avec les services iraniens et naturellement irakiens, ont compris que les Américains sont prêts à lancer une sorte d'opération porte de l'enfer, non seulement contre l'Iran, mais contre l'ensemble de l'axe de la résistance. Les Yéménites ont donc pris leur propre décision à Sanaa, avec bien sûr le conseil politique. Ils en ont discuté avec leur propre parlement et bien sûr sous la supervision d'Abdul Malik al-Houthi. D'accord. Maintenant, nous commençons notre blocus de Bab el-Mandeb, mais de manière sélective, et nous donnons en même temps un mal de tête supplémentaire aux Américains et aux Saoudiens. Je suis donc sûr que vous, comme notre public, avez vu que la réponse américano-saoudienne a consisté non seulement à bombarder le Yémen, mais aussi à bombarder l'Irak, à bombarder le Hashd al-Sha'bi, les forces de mobilisation populaire en Irak. Une très, très grosse erreur. D'abord parce que cela leur prouve à tous que leur interprétation était juste. Les Américains voulaient nous attaquer de toute façon. Grande opération, porte de l'enfer, petite opération, peu importe. Ils voulaient nous attaquer quoi qu'il arrive. Donc, d'accord. Maintenant, nous contre-attaquons. Attendez-vous donc à des actions très dures menées par les Yéménites et par les HMP, les forces de mobilisation populaire en Irak en même temps. Ils sont donc déjà en guerre. Le seul qui n'est pas encore entré en scène, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah, bien sûr, calcule soigneusement le moment où il voudra passer vraiment à la vitesse supérieure. Mais cela pourrait arriver plus tôt que tard. Encore une fois, Nima, c'est extrêmement dangereux, parce que la guerre s'étend au lieu d'être contenue. Comment voyez-vous le rôle de l'Arabie saoudite et le fait qu'elle ouvre deux fronts devant elle? Pourquoi en a-t-elle besoin? Est-ce qu'elle le fait sous la pression des États-Unis? Ou bien est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a, vous savez, trouvé une sorte d'entente selon laquelle elle doit le faire? Parce que je ne vois rien de bon arriver à l'Arabie saoudite si elle veut faire monter l'escalade. Elle va être écrasée sous les attaques de l'Iran ou des États-Unis, parce que les deux se battent l'un contre l'autre. Et elle va être écrasée au milieu. Eh bien, Nima, suicidaire ne suffit même pas à décrire ça. Comme vous le savez, le système est tellement opaque. C'est la décision d'un seul homme, une méga-oligarchie. D'accord, il y a bien sûr une oligarchie familiale, mais il n'y en a qu'un qui décide, et c'est MBS. Personne ne le sait avec certitude. En fait, puisque le système est totalement opaque, surtout pour nous, les observateurs étrangers, il est absolument impossible de savoir ce qui l'a poussé à prendre une décision aussi stupide. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pression de la part des Américains? Est-ce que les Américains lui disent « Si vous ne faites pas ça, votre argent sera gelé ». C'est tout à fait possible. Ou bien les Américains disent « Si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, il y aura un changement de régime. » Et notre homme, le prince Naïef, le type de la CIA, deviendra le nouveau dirigeant. Ce sont donc tous des scénarios possibles, Nima. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais considérez que personne parmi nous n'a accès à ces informations. Et quand je dis personne, cela inclut aussi les Américains. Personne ne sait ce qui se passe au sommet de la Maison des Saouds. Point final. Ce sont des scénarios tout à fait possibles. Et puis bien sûr, il y a le désespoir. Parce qu'il a peut-être pensé, si je fais ça, j'aurai le soutien américain. Et oui, il l'a eu. Ce bombardement en Irak était une opération américano-saoudienne. Et bien sûr, Trump a même menti à ce sujet. Ce qu'il a trahi, c'est que Trump a menti là-dessus. Dans l'un de ses stupides messages, Trump a carrément dit que comme il s'agissait d'une attaque américano-saoudienne, il était coordonné avec l'actuel idiot utile, le nouveau premier ministre milliardaire d'Irak.
Rappelez-vous, il est allé aux États-Unis et tout le monde disait « Ah, c'est le nouveau type, il est très cool, bla 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 ». Il est revenu, vous savez, et ils lui ont donné une guerre civile. Ils lui ont donné une attaque contre le sol irakien et ils ont essayé de séparer le gouvernement des unités de mobilisation populaire, ce que les Américains ont toujours fait. Par exemple, la dernière fois que je suis allé en Irak, c'était il y a 2 ans. L'an dernier, j'étais en Iran, au Liban et au Yémen. Mais l'année précédente, je suis aussi allé en Irak. Donc ce qui est formidable, c'est que j'ai réussi à visiter l'ensemble de l'axe de la résistance au cours des 2 dernières années. J'ai donc beaucoup appris d'eux, et j'ai beaucoup appris sur les problèmes internes, les contradictions, etc., dans chacun de ces pays. Par exemple, en Irak, je parlais à l'époque avec le précédent Premier ministre, Soudani, un type très sympa. Il nous a reçus dans le bureau du Premier ministre, c'était formidable. Nous avons été merveilleusement bien accueillis. Ils nous ont fait visiter les lieux. J'ai parlé à beaucoup de ses conseillers. D'ailleurs, ces conseillers, Nima, ce sont des atlantistes. Imaginez, des conseillers de Premier ministre irakiens, et ces types sont atlantistes. Ils utilisent tous WhatsApp. C'est complètement dingue. Bref, il restait quand même une marge de manœuvre parce que même s'ils ne sont pas favorables au Hajj al-Shaabi, à ces unités, ils ne peuvent pas les antagoniser, car elles sont liées au ministre de la Défense. Elles sont extrêmement populaires. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les unités de mobilisation populaire. Elles sont populaires dans tout l'Irak. Et bien sûr, elles comptent sur le soutien illimité du grand ayatollah Sistani. Donc, évidemment, aucun gouvernement ne peut aller contre eux. Ce gouvernement, avec le nouveau Premier ministre milliardaire, dès le départ, l'un de ses premiers actes a été de mettre en prison plusieurs dirigeants du Hajj al-Shaabi. Et bien sûr, les Américains disent « Écoutez, vous devez vous débarrasser d'eux. Vous devez, enfin, faire ce que vous voulez, mais ils doivent être neutralisés, éliminés, peu importe. C'est très très dangereux. » Mais lui ne pourrait jamais, en aucune circonstance, dire oui à une attaque américano-saoudienne sur le sol irakien. Il tomberait en 2 minutes. Il y aurait un changement de régime à Bagdad en 2 minutes. Vous savez, le temps que les gens traversent les couloirs du palais. Cela confirme donc une fois de plus que les Américains essayaient de faire quelque chose, probablement à grande échelle dans tout l'axe de la résistance. La vengeance des Irakiens va être vraiment très dure, parce que maintenant, les Irakiens en veulent énormément à l'Arabie saoudite, autant que les Yéménites. Attendez-vous donc à des étincelles venant d'Irak et du Yémen contre l'Arabie saoudite. Vous pouvez imaginer que cet idiot de MBS n'y a jamais pensé, ou qu'il pensait pouvoir s'en tirer comme ça, et qu'il pensait continuer à jouer double jeu. Je fais partie de la force de stabilisation. Nous discutons avec le Pakistan, avec l'Égypte, avec la Turquie. Nous soutenons le développement pacifique, le protocole d'accord. Foutaise. N'importe quoi. Il ne peut plus ménager la chèvre et le chou. Maintenant, il est clair qu'il mène son propre jeu agressif contre une grande partie de l'axe de la résistance. Même si, face à l'Iran, il reste en retrait, parce que les Pakistanais leur ont dit « Ne faites rien de stupide avec l'Iran, parce que nous, le Pakistan, nous sommes les médiateurs. Même si nous avons avec vous un arrangement militaire, un pacte qui, soit dit en passant, a été renforcé il y a seulement quelques semaines, si vous lancez quoi que ce soit d'absurde, ne comptez pas sur nous pour vous aider. » Et cela a été confirmé à Larry et à moi-même par les médiateurs pakistanais. Nous avons dit aux Saoudiens de ne pas bouger. Mais c'était avant cette attaque contre l'Irak, Nima. Donc ça change complètement la donne. Je comprends la même chose. Le Pakistan ne veut pas que ces pays se battent entre eux.
Il essaie de tout faire pour rapprocher la région. Mais le problème, vous savez, c'est que les États-Unis ont beaucoup de poids en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage d'Axios. Énorme. Énorme. Enormous. Enormous. Yeah. It says that In fact, it's well, you know that, Nima. It's everything about Saudi Arabia is Eh bien, tu le sais, Nima. literally. Tout en Arabie Saoudite est faux. Littéralement, tout est faux. À commencer par les chiffres. Il y a environ 20 millions d'Arabes en Arabie Saoudite. J'aime citer ces chiffres devant différents publics pour que les gens partout puissent se faire une idée de à quel point tout le système saoudien est artificiel et fragile. Donc il y a plus ou moins 20 millions d'Arabes issus de tribus différentes. C'est très important. Plus de 100 tribus, des tribus qui historiquement se sont fait la guerre. Elles ne sont maintenues dans une paix plus ou moins relative que par la main de fer de l'appareil sécuritaire de la Maison des Saouds, avec MBS à sa tête. Donc disons environ 20 millions. Et face à la Maison des Saouds, on peut dire avec certitude que probablement plus de 90% de la population de ces tribus en guerre. More than 90% of the population of those warring tribes. On top of that, we have 10 million guest En plus de ça, ils ont 10 millions de travailleurs invités, de travailleurs migrants. Ils n'ont aucun intérêt dans ce combat. Ça ne les intéresse pas. Tant qu'ils ont un emploi et qu'ils sont payés. Voilà. Regardons ce qu'il y a autour de l'Arabie Saoudite. Vous avez 40 millions de Yéménites, très lourdement armés et très hostiles à l'Arabie Saoudite, y compris à sa frontière près de laquelle je me trouvais l'an dernier. J'étais à environ 120 km de la frontière saoudienne. C'est très, très proche. Et ils disaient toujours à notre petit groupe, « Oui, dans bien des cas, nous sommes cousins. » Pour nous, cette frontière n'existe pas. Nous faisons constamment des affaires les uns avec les autres. Nous importons des choses d'Arabie Saoudite par ces frontières. Mais si un jour, il y a une déstabilisation en Arabie Saoudite, ces gens, nos cousins de l'autre côté de la frontière, n'ont pas défendre leur gouvernement. Ils vont être avec nous. Ce sont nos cousins, après tout. Bon, ce n'est qu'un exemple. 40 millions d'Irakiens, désormais, une fois de plus, très très en colère contre l'Arabie Saoudite et très bien armés. Ce n'est pas définitif. Mais le Hashd al-Sha'abi, les différentes milices qu'il compose et les autres groupes sont aussi bien armés, sinon mieux armés, que le Hezbollah. Et nous avons 90 millions d'Iraniens qui regardent l'Arabie Saoudite et disent « Maintenant, nous devons leur donner plusieurs leçons ». Y a-t-il la moindre possibilité viable que cette situation continue en Arabie Saoudite? Bien sûr que non. Il suffit d'une étincelle quelque part et tout pourrait s'effondrer en quelques jours même. Alors, il joue avec le feu et raconte des conneries aux gens autour de lui. Et bien sûr, n'oublions pas, il y a beaucoup de conseillers américains auprès de la Maison des Saouds. La plupart sont des conseillers américains. Et puis bien sûr, il y a les affrontements internes au sein de la Maison des Saouds. Des princes qui n'aiment rien de ce qu'ils voient devant eux et qui attendent l'occasion de s'emparer d'une forme de véritable pouvoir. Et bien sûr, encore une fois, le candidat favori de la CIA pour diriger tout ça, le prince Naïef, est, soit dit en passant, vous savez, pour le dire de la façon la plus diplomatique possible, en réalité, soumis à une sorte d'assignation à résidence. Donc c'est immensément fragile. C'est un château de cartes. Totalement. Et ensuite, il décide de se lancer dans une guerre sur deux fronts, Nima contre le Yémen et contre l'Irak. Comment cela pourrait-il avoir le moindre sens? C'est hors de question. Le problème, c'est ce qu'a rapporté Axios, Pepe. Ils disent que le ministre saoudien de la Défense, le prince Khaled Ben Salman, qui est le frère du prince héritier, a rencontré Donald Trump mercredi. Lors de cette réunion, il a dit que malgré tout le chaos en cours, il voulait désamorcer les tensions avec l'Iran. Mais la question est la suivante. Vous voulez désamorcer les tensions avec l'Iran, tout en les aggravant avec le Yémen et l'Irak.
and then you escalate to Yemen and Iraq. It's total bullshit. Exactly. Total bullshit, and on top C'est of it, complètement you faux. cannot believe anything Complètement that Axios faux. publishes. Et en plus de ça, on ne peut croire absolument rien de ce qu'Axios publie. Axios, ce n'est pas du journalisme. Axios est un mécanisme de campagne de désinformation des FDI et du Mossad. Ce n'est pas du journalisme, donc on ne peut rien croire de ce qu'ils disent. Bien sûr, ils sont le porte-parole de l'axe sioniste. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Axios, c'est un communiqué de presse après l'autre, rédigé par l'axe sioniste aux États-Unis. C'est ce que les gens devraient savoir. This is what people should know. Yeah. We had a new report. Oui, il y a eu un nouveau rapport sur l'Iran. Il semble que le New York Times ait rapporté des attaques contre des navires américains en Égypte, dans l'un des ports égyptiens. Ils ont été attaqués et hier nous avons vu les images. 2 de ces pétroliers ou navires étaient en feu, pratiquement en feu. Et aujourd'hui, le New York Times a rapporté que l'Iran était derrière ces attaques. Si l'Iran a fait cela, supposons qu'ils aient raison, que l'Iran l'ait fait, cela signifie un changement énorme dans leur politique. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a eu des informations aux États-Unis sur des cyberattaques et ils disent que l'Iran est derrière ces cyberattaques. C'est la nouvelle stratégie de l'Iran s'ils ont commencé à faire ça. Car jusqu'ici, tout était une question de défense. Ils se défendaient, ils restaient en retrait et observaient ce que faisaient les États-Unis afin de réagir aux actions américaines. Mais là, ils passent à l'action de manière préventive. L'attaque contre la Jordanie, et à mon avis, était une. The attack on Jordan, in my opinion, was one of them. Preemptive. You're absolutely right. They changed their Préemptive. Vous avez tout à fait raison. Ils ont changé l'approche générale. Nous n'allons plus être sur la défensive. Nous allons prendre l'initiative. Et ils ont commencé à prendre l'initiative il y a seulement quelques jours. Absolument. Maintenant, c'est différent. Ils veulent accélérer la tension dans plusieurs nœuds clés de l'économie américaine. Encore une fois, de la surveillance et des infrastructures agressives, de tout l'écosystème dans la région. Donc, en Asie occidentale et même au-delà. C'est fascinant, Nima, sur un point. Évidemment, nous ne le saurons pas directement, mais qui a pris cette décision? Pour une décision de cette ampleur, elle doit venir directement de Mojtaba Khamenei. Elle ne peut pas venir simplement de plusieurs généraux des gardiens de la révolution. Vous êtes d'accord avec ça? Donc c'est une décision venue du tout sommet, n'est-ce pas? Ou peut-être que vous savez, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a fait une proposition au guide suprême et que celui-ci l'a acceptée. Approuvé par le guide suprême, exactement. Bien sûr, le mécanisme paraît logique. Il y a un débat au Conseil suprême de sécurité nationale. C'est pratiquement un vote par consensus. Ensuite, cela va à Mojtaba et il dit « D'accord, je suis d'accord, allez-y ». Exactement. Parce que l'Artèche iranienne, ce n'est pas le CGRI, c'est l'armée iranienne. Exactement. Et ils ont déclaré avoir frappé, à Bahreïn, les générateurs électriques de l'armée américaine, des systèmes de navigation, des bâtiments administratifs, ainsi que des bâtiments logistiques et de soutien, à cause de ce pilote iranien qui a été assassiné en Iran. Le pilote du S-24, c'était un héros, absolument. Oui, exactement. Et ils ont rapporté quelque chose, Pep. En regardant la situation actuelle, Donald Trump, il y a eu un reportage sur NBC, si je ne me trompe pas. Il disait qu'il y avait eu une réunion, Donald Trump, une réunion sur la sécurité. C'est la réunion dont je vous parlais il y a quelques minutes. Oui, c'est bien la même réunion. Oui, bien sûr. Oui. NBC a rapporté que lors de la réunion sur la sécurité, Donald Trump est apparemment tellement frustré, tellement désespéré, qu'il ne sait pas quoi faire. Les options militaires ne le satisfont pas et rien ne se passe du côté des négociations. C'est pour ça qu'il ne sait pas quoi faire. En gros,
Il n'a aucune vision pour l'avenir proche. Il ne sait pas quoi faire. C'est ça le problème, à mon avis. Et c'est pas seulement Donald Trump. Les Iraniens ne savent pas quelle sera la prochaine initiative des États-Unis. Et c'est extrêmement dangereux, selon moi. You're absolutely right. It's hugely dangerous. Vous avez tout à fait raison. C'est extrêmement dangereux à cause de l'imprévisibilité. Et ils savent qu'il est acculé. Ils savent aussi qu'en substance, il lui reste encore 2 semaines et demie tout au plus pour faire quelque chose. Ensuite, tout va commencer à s'effondrer. Sur les négociations, ou sur ce qui reste sur la table des négociations, nous avons été complètement écrasés. Maintenant, Larry et moi suivons cela en détail et nous posons chaque jour des questions aux médiateurs. Donc, les dernières informations que nous avons reçues plus tôt cette semaine, lundi, mardi, mercredi, enfin jusqu'à hier soir, c'est que oui, il y a une toute petite fenêtre d'opportunité si les Américains décident de la saisir. Parce que, quand on regarde la séquence, les Iraniens, bien sûr, considèrent l'ensemble et disent « D'accord, nous n'avons jamais réfuté, nous n'avons jamais rejeté la diplomatie tant qu'il y a un respect mutuel. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé lundi? Une délégation américaine s'est rendue à Rawalpindi, au quartier général de l'armée pakistanaise, avec un message. Et ce message, c'est ce que nous ferions pour revenir aux négociations. Or, c'est exactement l'opposé de ce que les Iraniens disent depuis, non, je ne dirais même pas depuis des semaines, mais depuis des mois. Les Américains veulent donc commencer par le dossier nucléaire. L'Iran dit, non, c'est la dernière chose dont nous discuterons. Ensuite, ils veulent des concessions de l'Iran. Ils pourraient donc débloquer une partie des fonds, pas la totalité des 6 milliards de dollars par exemple, qui se trouvent dans des banques qatariennes. Les Qataris étaient presque prêts à les libérer, puis les Américains l'ont de nouveau bloqué. Et il y aurait un allègement des sanctions, selon les Américains, en fonction de tout cela. Ensuite, on discuterait du détroit d'Ormuz. C'est exactement l'inverse de ce que l'Iran propose depuis le début. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une bataille pour obtenir du levier, des deux côtés. Et les médiateurs sont les médiateurs sont littéralement au milieu. Les Pakistanais, mais aussi les Omanais et les Qataris. Par exemple, pour les discussions techniques sur le détroit d'Ormuz, ce sont l'Iran et Oman. Bien sûr, le détroit passe entre les deux. Ils doivent donc discuter des aspects techniques. Et le Qatar, une fois de plus, essaie de se présenter comme un compromis. Par exemple, s'il devait y avoir, et je veux le dire au conditionnel le plus absolu, une autre réunion, les Qataris disent « Écoutez, faites-la à Doha. Nous sommes neutres dans cette affaire. » Les Iraniens préfèrent Islamabad, où s'est tenue la première réunion, parce qu'à Islamabad, ils bénéficient d'une protection de sécurité. S'ils se rendent au Pakistan, le Pakistan les protégera, comme il l'a fait la fois précédente, et comme il l'a fait en Suisse. Et les Américains veulent évidemment la Suisse, l'Occident. Donc il y a un autre désaccord, même s'il devait y avoir une nouvelle réunion, d'accord, sur le lieu où elle se tiendrait. Mais bien sûr, le plus important, c'est cette bataille pour le levier. Comme vous le savez, Nima, et comme notre public le sait, l'Iran ne cédera pas et ne bronchera pas. C'est l'ordre, c'est la procédure, et ils ne vont pas s'en écarter. Et toutes les positions iraniennes figurent dans le protocole d'accord. L'Iran dit essentiellement, nous continuons, oui, la diplomatie. D'accord, il y a une fenêtre. Mais cela signifie revenir au protocole d'accord que vous, les Américains, avez signé et commencer à respecter vos engagements. Tant que rien de tout cela ne se produit, nous savons tous que nous sommes dans les limbes, des limbes très dangereux. Mais c'est la situation actuelle. Donc la seule chose qui pourrait, je dirais, interférer avec, je ne le présenterai même pas comme une raison, la démence américaine, c'est que le temps presse.
They don't control the clock, Iran does. Ce n'est pas eux qui contrôlent l'horloge, c'est l'Iran. Et dans un peu plus de 2 semaines, on aura une vraie ligne rouge. Donc ils doivent faire quelque chose. Et ça a été discuté lors de cette méga réunion où Trump, vous savez, lançait essentiellement des insultes et des noms d'oiseaux à tout le monde dans la salle. Bien sûr, il déclenche une guerre. Et quand ses propres gens lui disent « Écoutez, il n'y a aucun moyen de mettre fin à cette guerre sans que nous subissions une défaite stratégique et une humiliation. Évidemment, il doit devenir fou. » Mais voilà, il s'est infligé ça à lui-même et aux États-Unis. Il n'y a pas d'issue, pas de porte de sortie. Il n'y a qu'une seule porte de sortie difficile. Ça s'appelle le mémorandum d'entente. Wow! Off-ramp. It's called MOU. There is something going on, I think. Il se passe quelque chose, je pense, entre l'Iran et le Qatar, parce qu'hier, ils ont laissé l'un de leurs navires, un méthanier, traverser le détroit d'Ormuz. Exactement. Hier, il est passé. C'est nouveau, parce que depuis 3 semaines, nous n'avions vu aucun navire qatari traverser le détroit d'Ormuz. C'est la première fois que cela se produit, hier. This is the first time yesterday happened. It means that something going on between the two countries. Cela signifie qu'il se passe quelque chose entre les deux pays. Nima, c'est en gros le Qatar qui essaie de prouver à l'Iran. Regardez, nous pouvons être un médiateur neutre, efficace. S'il y a une chance d'amener les Américains à la table des négociations, laissez-nous aussi entrer dans le jeu, nous et le Pakistan. Essayons de faire cela ensemble, le Pakistan et nous. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons essayer d'amener les Américains à la table des négociations. Mais pour cela, vous devez nous faire confiance. Et c'est un bon signe que les Iraniens aient autorisé ce méthanier à quitter le Qatar pour aller au Pakistan. J'aime cette métaphore et j'aime la continuité de cette initiative. Elle implique les 3 acteurs et c'est un processus qui cherche à établir une confiance mutuelle entre 3. Mutual trustworthiness among the 3 of them. So once again, this brings us back to the Donc, une fois de plus, cela nous ramène à la table des négociations brisées. Oui, il existe une toute petite fenêtre. Tout dépend de ce que les Pakistanais et les Qataris peuvent faire pour tenter de faire entendre raison à certains négociateurs américains. Ils le voient probablement, mais évidemment, ils sont sous Trump. Et il y a un élément, Nima, qui est absolument crucial dans tout cela. Je dois encore une fois insister sur le fait que nous n'avons qu'une seule source à ce sujet. Mais cette source au Pakistan est très bien placée. Il est à la table des négociations et il a accès à tous ces renseignements. Son interprétation, c'est que cette délégation américaine qui se rend au Pakistan lundi vient du bureau du vice-président. Via the office of the vice president. This means these are J.D. Vance's. Cela signifie que ce sont les gens de J.D. Vance. Il n'y avait pas Tweedledee et Tweedledum, Dumb et Dumber, Kushner et Witkoff dans cette délégation. C'est très intéressant. Cela prouve une fois de plus qu'au sommet de l'administration Trump, il existe plusieurs visions différentes de la diplomatie. Comment la mener, etc. Et nous savons tous que Vance n'est pas vraiment d'accord depuis le début avec les manœuvres démentes de Trump. C'est donc le signe que les Pakistanais et les Qataris se disent « Bon, essayons je ne dirais pas de les séduire, mais essayons de rallier ces négociateurs américains à notre camp, le camp de la diplomatie. » Et voyons s'ils ont suffisamment d'influence à Washington pour dire au président « Écoutez, il y a une possibilité, mais vous devez respecter le protocole d'accord. » Et les Qataris comme les Pakistanais font tout pour aplanir les difficultés afin que les 2 délégations puissent à nouveau se retrouver dans la même pièce. Je sais, Nima, et je sais que vous tous qui nous regardez, c'est quoi une chance de 0,1% pour la diplomatie. Mais au moins, il reste une possibilité de diplomatie. Et je suis sûr que si vous posez la question à Araqchi, il dira oui, nous n'avons jamais dit non à cela. Ils ont dit que la diplomatie serait toujours, vous avez raison. Et Araqchi dit, écoutez, s'il y a un respect mutuel,
nous retournons à la table. Et s'ils respectent leurs engagements au titre du protocole d'accord, nous retournons à la table. Je pense que quoi qu'il arrive, si cette probabilité de 0,001% se réalise, le Yémen en fera partie. Let me ask you. Permettez-moi de vous poser la question. Comment voyez-vous le Yémen entrer dans cette affaire? Évidemment pas à la table des négociations, mais les Iraniens vont évidemment négocier au nom de l'ensemble de l'axe de la résistance. For the whole axis of resistance. Du point de vue de l'Iran, d'abord, il faut lever toutes les restrictions sur le Yémen. Le siège, tout, absolument tout. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que le Yémen, comme vous l'avez mentionné, quelle importance a eu l'initiative du Yémen? Cette perception, cette histoire que vous nous avez racontée sur la perception au sein de l'axe de la résistance, c'est pour cela que le Yémen entre en jeu. Je pense que le moment où ils sont intervenus est extrêmement précieux, extrêmement important. Parce que lorsque ce commerce est totalement fermé et que l'affrontement a lieu entre l'Iran et les États-Unis, ils exercent une forte pression sur l'Arabie saoudite. Et vous voyez à quel point tout se défait, tout s'effondre dans la politique étrangère saoudienne. Mais pour l'Iran, le Yémen est important. Le Yémen est tellement important en ce moment. Ils ont montré leur puissance. Ils ont montré ce qui se passerait si l'Arabie saoudite tentait une escalade. Vous vous souvenez de la dernière attaque, lorsqu'ils ont frappé toutes ces installations pétrolières en Arabie saoudite? Quelle a été la réponse de l'Arabie saoudite? Ils ont attaqué les montagnes. Ils ont demandé une trêve. Oui, les Saoudiens ont dit « D'accord, on arrête. Parlons-en. » C'était en 2019. Il y a donc eu une trêve juste après, ainsi qu'un mémorandum d'entente d'ailleurs, que les Saoudiens ont rompu il y a moins d'un mois. The Saudis broke less than a month ago. Exactement. Et la dernière attaque contre leurs installations pétrolières, la riposte a littéralement consisté à attaquer des montagnes au Yémen. Et nous savons que, s'ils veulent frapper les missiles au Yémen, qui sont sous les montagnes, même avec ces avions de chasse, ils ne peuvent rien obtenir. En fait, ils sont incapables d'atteindre les cibles sous les montagnes. Donc voilà, je pense que l'Iran ne peut pas ignorer le rôle du Yémen. Le Yémen est tellement important. À mon avis, ils vont ajouter un nouveau paragraphe au protocole d'accord, ou à ce qu'ils finiront par annoncer, quel que soit ce que ce sera. Le Yémen en fera partie. Ils vont dire que tout le siège sera levé. Et peut-être qu'une nouvelle relation émergera de là entre l'Iran et le Yémen, entre l'Irak et le Yémen. Ce sera un énorme changement pour le Yémen, Pepe. Vous savez à quel point ils subissent de pression. Ils sont soumis à une pression énorme depuis très longtemps, depuis plus d'une décennie, pour être honnête. C'est quelque chose de nouveau pour le Yémen. Cela pourrait aider leur économie, cela pourrait renforcer leur position. Ils occupent actuellement une position très audacieuse au sein de l'axe de la résistance. Et ils vont trouver leur propre manière de gérer leurs problèmes. Parce qu'ils sont désormais un acteur à part entière, pour être honnête. Avec le nouveau bloc en Arabie saoudite, ils sont un acteur très important. Il ne s'agit pas seulement de représailles contre, vous savez, Israël, ni de frapper certaines cibles en Israël. Il s'agit de leur pays, il s'agit de leur position, il s'agit de leur souveraineté. C'est tellement important pour le peuple yéménite. Et c'est un peuple fier. Les regarder et les qualifier de relais de l'Iran, c'est tout simplement ridicule à leurs yeux. Ils ne savent pas. Faites attention, c'est trop stupide. Mais même s'il n'y a pas d'avenant au protocole d'accord, et c'est important, les Chinois disent en substance que tout le monde doit revenir au protocole d'accord. Il n'y aura pas de nouvel accord. C'est la position chinoise que les Iraniens comprennent très bien.
Et les Iraniens ne demandent ni renégociation, ni nouvel accord. Ils demandent l'application du protocole d'accord. Mais le premier paragraphe dit en substance la fin de toutes les guerres. Et évidemment, s'ils reviennent à la table des négociations, avec des négociateurs iraniens autour de la table, ils vont dire la fin de toutes les guerres. Cela veut dire la fin de toutes vos guerres contre tous les membres de l'axe de la résistance. C'est là que le Yémen s'inscrit, sans même qu'il soit nécessaire d'en rajouter. Mais pouvez-vous imaginer, Nima, un gouvernement américain admettre qu'il doit mettre fin à sa guerre contre l'ensemble de l'axe de la résistance? C'était l'objectif principal dès le départ, avant même l'attaque contre l'Iran le 28 février. Hors de question. Nous savons que cela ne peut pas arriver. Ce qui nous amène à ceci. Ça pourrait durer très longtemps. Et nous pourrions assister pendant des mois à des montées et des descentes sur l'échelle de l'escalade. Horrible, horrible, mais tout à fait plausible. Oui, allez-y, je vous en prie. Je pense que la possibilité d'une poursuite de la guerre est bien réelle. Elle existe, et elle grandit avec le temps. Et le problème, c'est de savoir s'ils, je parle des pays du CCG, sont prêts à devenir une nouvelle Ukraine en Asie occidentale. Car la poursuite de la guerre va entraîner la dévastation totale de leur économie, de leurs installations pétrolières, de tout ce qu'ils possèdent. C'est vrai, ils paniquent déjà. Ils veulent sortir de là maintenant, du moins certains d'entre eux. Par exemple, la façon dont le Koweït cherche à s'en sortir, c'est l'accord qu'il vient de conclure avec le Pakistan. Car si on traduit cet accord, en gros, le Koweït dit « Écoutez, est-ce qu'on peut faire partie de votre parapluie sécuritaire ?» C'est essentiellement ça. Et donc, c'est une manière de s'en sortir. Le Koweït imagine que s'il est sous un parapluie pakistanais, il ne sera pas attaqué par l'Iran. Mais c'est pas aussi automatique que ça. Si le Koweït continue d'avoir des bases américaines sur son territoire, il sera attaqué par l'Iran. Point final. Voilà le problème. Ils ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux. D'accord, vous voulez que le Pakistan vous protège? Très bien. Alors, dehors toutes les bases américaines, le Koweït est-il suffisamment souverain pour faire ça? Bien sûr que non. Ils ne contrôlent rien de ce qui les concerne. Et c'est le problème de tous les pays du CCG. Ils sont tous artificiels, par définition. Quand on y va, quand on leur rend visite, on le voit par soi-même. Tout est artificiel. À quelques exceptions près. Quelques exceptions au Qatar. Par exemple, quand on va sur l'immense campus universitaire au Qatar, la plupart des universités sont américaines. Il y en a une ou deux qui sont qatariennes, gérées par des Qataris, avec des enseignants qataris. Mais même si les enseignants et les professeurs sont qataris, où ont-ils été formés? En Grande-Bretagne ou aux États-Unis? Donc on ne peut pas parler de souveraineté. Et ce sont ces gens-là qui forment les nouvelles générations. Les Émirats arabes unis, c'est encore pire. Les Émirats arabes unis, c'est le degré zéro de la culture. Il n'y a aucune culture aux Émirats, à part des tours dorées, clinquantes, bling-bling, c'est tout. Donc tout est faux, littéralement. Ces tribus, dans tous les pays du CCG, devraient donc connaître collectivement un chemin de Damas. Ça n'arrivera pas de sitôt. Mais si elles voient que tout ce qu'elles ont construit, ou dans quoi elles ont investi, ou peu importe, va être détruit, alors peut-être. Mais voilà où nous en sommes, au moins pour le moment. Les petites Amériques qu'on trouve partout dans le CCG sont méthodiquement détruites par l'Iran. Et dès le début, l'Iran disait « L'un de nos objectifs clés est d'éliminer la présence des États-Unis en Asie occidentale. » Et ils sont en train de le réaliser, maintenant. Ils le font concrètement. Et s'agissant des vraies négociations, comme vous l'avez mentionné, entre l'Iran et Oman,
le vice-ministre iranien des Affaires étrangères en a parlé à la télévision iranienne. Il a dit en persan que, vous savez, nous allons avoir quelque chose qui, de ce que je comprends de son point de vue, signifie que l'Iran affirme que ce ne sera pas du 50-50. Ce sera 75% iranien et 25% de contrôle. Pas une question de contrôler cela. It's going to be 75% Iranians and 25% control, not about controlling it's not Oui, about the money. ce n'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit dans ce genre. Il s'agit de contrôler le détroit d'Ormuz, iranien à 75%. Iranians at 75, 25%. 25, and the Omanis, 75%, 25%. Et les Omanais, donc je suppose qu'ils sont enclins à accepter cela. to accept that. Yeah. We Oui, don't know. on ne sait pas. Don't know. On ne sait pas. Il a dit qu'ils étaient en négociation. Oman a proposé à l'Iran qu'ils acceptent un partage 50-50. L'Iran a dit non, en raison des questions de sécurité, de la guerre, de ce qui s'est passé. Il est impossible pour l'Iran d'accepter cela. It's impossible for Iran to accept that. So, according Donc, selon ces négociations, Oman aurait aussi la possibilité de fixer ses propres frais pour les personnes qui voyageront en passant par les eaux territoriales omanaises. Omani territorial waters. No, Right. it's not going to be Oman. Non, ce ne seront pas les eaux territoriales omanaises. Il y aura deux voies, l'une pour entrer, l'autre pour sortir. Vous savez, une voie pour entrer, une voie pour sortir. Yes, Oui, j'ai vu ça. Mais aucun ne passant par les eaux territoriales omanaises. territorial waters No, no, is- Non, non, aucune. no. Okay. D'accord. Yeah, this is what's going on between the two, and C'est ce qui se passe entre les deux. I think this is the basic. Et je pense que c'est la négociation essentielle, la plus importante en cours à l'heure où nous parlons. Il n'y en a pas d'autre. Vous savez, il y a peut-être des messages qui circulent en coulisses entre l'Iran et les États-Unis, mais ce n'est rien de sérieux, parce que personne n'en parle. Et le véritable enjeu, c'est le détroit d'Ormuz. S'ils parviennent à mettre en place une sorte de mécanisme pour le détroit d'Ormuz, une sorte d'accord entre l'Iran et Oman, alors je pense que les États-Unis ne pourront pas le modifier. Ils ne font pas partie de la région. The United States cannot change it. They're not part of the No. region. Exactly. They are outside. They are outsiders. Exactly. Exactement. And Ce of sont des course, acteurs Iran extérieurs. will convince Exactement. Oman that there will be Et bien some sûr, benefits l'Iran peut convaincre Oman qu'il y aura des retombées positives pour l'économie omanaise s'ils mettent cela en œuvre. will eventually agree. Les Qataris finiront par accepter. Les Pakistanais peuvent servir de médiateurs entre tous. Donc c'est possible. Un accord sur la navigation dans le détroit d'Ormuz est possible. Évidemment, du point de vue américain, ce serait, je dirais, l'illustration parfaitement claire d'une défaite stratégique. Mais que vont-ils faire? Quel est leur plan B? Bombarder tout le monde une fois de plus? C'est la seule chose qu'ils font. Tout le monde veut que le détroit d'Ormuz reste ouvert, avec un système viable. À commencer par les Chinois, qui sont les acteurs invisibles les plus importants de tout ce drame. Et c'est précisément derrière cette initiative chinoise qu'il y avait l'explication donnée aux Pakistanais. D'accord, écoutez, nous vous soutenons entièrement, mais vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour avant tout les ramener à la table des négociations et trouver un mécanisme pour le détroit d'Ormuz. Get them back to the negotiating table and find a mechanism for the Strait of Hormuz. Of course. Just to clarify Bien what sûr. I just said, Juste pour préciser ce que vous venez de dire, il ne s'agit pas de 20% du détroit d'Ormuz. Il y aurait deux voies, deux routes, une voie pour entrer, l'autre pour sortir. Cela signifie que l'Iran contrôlerait entièrement la voie d'entrée et que, pour la voie de sortie, l'Iran en contrôlerait 50%. Donc, il ne s'agit pas du détroit dans son ensemble, mais de deux voies à l'intérieur de ce détroit. You're right. It's about two lines. And of Vous avez raison, cela concerne deux voies. the Strait of Et bien sûr, en quittant le détroit d'Ormuz, d'accord, 50%, ils peuvent déléguer cela à Oman, évidemment. Beaucoup de pétroliers décideront de passer par les eaux territoriales omanaises, absolument. Omani territory. Mais pour entrer, ce qui est absolument crucial, cela doit être contrôlé par l'Iran. Sinon, vous aurez des navires américains qui entreront. Otherwise, you're going to have American vessels getting in.
Of course. Exactly. Bien sûr. Exactement. Exactement. Toute la négociation repose sur la sécurité et la sécurité. C'est plus important que tout en ce moment pour l'Iran. Oui, oui. Merci beaucoup, Pepe. Muito obrigado, Pepe. Obrigado. Wythorczynism nim spleen zero. Prazer. C'est un plaisir comme toujours. Et vous vous amusez bien là-bas en France. Na França. Não, não, Non, non. Ma nouvelle profession. J'ai une nouvelle profession. Je suis désormais le jardinier infatigable. Vous vous souvenez du film? Voilà. Ma priorité numéro 1, c'est de m'occuper de mon jardin. Vous savez, mettre de l'eau pour les oiseaux et tout le reste, prendre soin des fleurs. Elles ne vont pas durer longtemps parce qu'au bout de quelques mois, elles vont mourir. Bien sûr, l'hiver est rude ici, alors je suis littéralement au milieu d'un jardin en été. Et, par contraste avec toutes les horreurs qui nous entourent, c'est très bon pour l'esprit, pour l'âme, pour l'équilibre intérieur. Et bien sûr, c'est aussi une ancienne sagesse chinoise, Nima. Je pense toujours aux anciennes érudits chinois. Ils avaient 2 priorités dans leur vie, le jardin et la bibliothèque. Donc maintenant, je dois essayer de rassembler tous mes livres, qui sont dispersés partout dans le monde, en un seul endroit. Et voilà. Comme ça, j'aurai les livres et les papillons. Parfait. I can have the books and I can have the butterflies. Perfect. Just enjoy. Profite simplement de ta vie. Super. Merci mon cher, je te fais une grosse bise. Ciao. Abração. Tchau. And, Ciao. Merci à vous tous, partout. Vous savez, dans toutes les langues. Exactement. Exact.